C'est parti! Le périple d'Étienne et Joseph, 19 et 21 ans. L'échappée tricolore. 2000 km à la rencontre des maires. Bonjour monsieur le maire. Étienne et Joseph kiffent la politique, littéralement. Bienvenue dans l'échappée tricolore. Bonjour monsieur le maire, nous Bonjour. sommes aujourd'hui à Agen pour la 16e interview de l'échappée tricolore. Pour vous expliquer notre interview, elle se divisera en 3 parties. La première, une présentation. La deuxième sera plus sur vos actions pour la ville d'Agen. Et enfin la dernière, c'est plus un côté réflexion. Vous, au niveau plus général et national, voilà, vos avis sur quelques sujets. Pour commencer, en vous détachant de votre rôle de maire, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Jean-Dionys du Séjour, j'ai 64 ans, je suis né à Agen, et c'est pas sans importance pour la fonction de maire. J'ai ensuite passé mon enfance et mon adolescence à Agen, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai commencé par travailler dans l'industrie une petite dizaine d'années, dans des boîtes qui s'appelaient à l'époque Merlin-Gérin, Matra Espace, etc. Et puis après les circonstances ont fait que je suis rentré dans la sphère publique. D'accord. Et j'ai commencé d'abord à être directeur général des services de cette mairie. Et puis après j'étais adjoint au maire. Et puis voilà, député. Et puis candidat maire 3 fois, j'ai été réélu, élu une première fois, réélu 2 fois. Et puis voilà, c'est en gros le parcours d'une vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis marié, je suis père de 5 enfants. Très bien. Est-ce que vous pouvez présenter maintenant la commune d'Agen, dans le département, dans quel département êtes-vous, dans quelle région, le nombre d'habitants, comprendre aussi un peu s'il y a des spécificités des... Agen, c'est une ville du sud-ouest. C'est une ville historique dans le cœur du sud-ouest qui a, 2600 ans d'histoire. C'est un ancien oppidum celtique. C'était la limite méridionale de l'avancée celte. D'accord. Et après, Agen a été romanisé. Et donc une histoire sur 26 siècles qui la rend intéressante, puisque bien sûr le visage d'aujourd'hui est un visage de sédimentation de tous les apports de cette histoire. Aujourd'hui c'est une ville de 33 000 habitants, quand on pense à ville administrative, Ouais. Non pas agglomération mais ville Agen même, comme on dit chez nous, 33 000 habitants. C'est une ville qui a un trépied industriel sur, d'une part, la pharmacie, le phytosanitaire, c'est le premier pied du trépied industriel. Ensuite, l'agroalimentaire et ensuite la logistique. Parce qu'Agen est bien placé pour desservir le quart sud-ouest de la France. Une ville qui est une ville au point de vue logistique intermédiaire entre Bordeaux et Toulouse, 140 km de Bordeaux, 110 de Toulouse, et qui bénéficie du couloir de prospérité qui est le couloir garonnais de la Garonne. Et donc une agglomération de 96 000 habitants. D'accord. Typiquement une ville et une agglomération moyenne. Très bien. Est-ce que maintenant vous pouvez vous présenter vous en tant que maire, vous avez déjà parlé mais plus le nombre aussi de la mairie, combien vous avez de conseillers, combien d'adjoints, comment fonctionne aussi une grosse, parce que vous êtes la première grosse commune qu'on interviewe, voilà comment fonctionne une grosse Alors, mairie. vous êtes déjà dans une ville moyenne, je vous le disais, 33 000 habitants. La loi organise ça en fonction de la démographie. Donc vous avez un conseil municipal de 39 membres. Il est composé selon les résultats de la dernière élection municipale. Nous, on a gagné cette élection au premier tour, on a fait 61,4%. Donc on a une majorité assez large de 32, l'opposition a 7 sièges. Ensuite, en
termes d'organisation, il faut savoir que vous avez après une organisation d'agglomération. Cette fois, Agen est avec 30 autres communes. Et donc ça fait un ensemble de 96 000 habitants, je vous l'ai déjà dit. Et là, il y a un conseil d'agglomération de 66 membres qui élit son président. Et donc moi je suis président de l'agglomération. Le reste est plus connu, c'est l'organisation de la France avec départements, régions. Nous sommes ville-préfecture d'un département qui est le Lot-et-Garonne, qui est un petit département plutôt rural. Et nous appartenons à la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la région en gros ouest-sud-ouest de la France, capitale Bordeaux. Très bien. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation de la ville et de votre parcours. Est-ce que on va maintenant passer aux initiatives et à ce qui a été mis en place ici sur la commune. On imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place justement. Est-ce que vous pouvez nous en détailler une particulièrement? Est-ce qu'il y a une initiative dont vous êtes particulièrement fier et qui pourrait éventuellement inspirer d'autres communes? Alors, Agen a dû faire face à des problématiques qui sont des problématiques partagées par d'autres communes, et notamment le recul de l'importance commerciale du centre-ville par rapport à toute l'agglomération dans les années 70 avec la montée de la grande distribution. Donc, nous, quand on prend la mairie en 2008, on a vraiment un axe qui est très pro-centre-ville. Je dis souvent qu'on est des militants du centre-ville. Et qu'est-ce que ça veut dire être des militants du centre-ville? Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est rendre le centre-ville agréable, aimable. Et que notamment votre génération ait envie d'y vivre. Ce qui est d'ailleurs en train de se passer. C'est-à-dire, dans votre génération, il y a un vrai retour au centre-ville, alors qu'au même âge, moi et ma femme, on rêvait d'une petite maison avec une piscine, etc. Donc, le centre-ville aimable, il y a plusieurs choses à faire, mais notamment, il fallait oser déplacer fortement la place de la voiture en centre-ville. Donc, on avait une principale artère commerciale qui s'appelait le boulevard de la République, qui s'appelle toujours le boulevard de la République. Et ce boulevard de la République, donc nous avons décidé de le pitoniser en 2008. Et ça a été un choc culturel parce que c'était très compliqué à faire, culturellement et même au niveau de l'ingénierie qu'il y avait derrière. Donc ça a profondément divisé la ville dans un débat public très chaud. On l'a fait et en final c'était un bon choix et ça a permis une vraie dynamique de la ville. L'étape 2, c'est de dire il faut maintenant qu'il y ait des enseignes qui sont des enseignes de destination dans la ville. Il faut H&M, il faut la Fnac, il faut un certain nombre d'enseignes qui sont demandées par les gens. Et donc ça a été une étape pour nous où on a osé poser un acte qui était de dire les deux secteurs que sont la culture et le prêt-à-porter, on donne une exclusivité de fait au centre-ville. D'accord. Ça, c'est très compliqué. Il y avait le cadre légal, est-ce qu'on pouvait le faire, pas le faire, ça renvoie aux lois d'urbanisme commercial, mais globalement, on l'a affirmé et on l'a assez bien tenu. Si bien que, pour vous donner un exemple, quand H&M vient à Agen, ils nous disent vous êtes maintenant à 100 000 habitants, vous nous intéressez, vous êtes sur notre roadmap. Monsieur le maire, vous inquiétez pas, on va regarder quel est le meilleur lieu pour nous à Agen, et puis on va dire je dis non, on va pas faire comme ça. Je vais vous donner le choix entre 2 ou 3 emplacements de centre-ville à Agen, puis vous allez choisir.
Et donc c'était pas évident, ni pour eux, ni pour nous. Et ils ont dit, après avoir étudié tout ça, banco, et ils sont au centre-ville d'Agen, ils s'en portent très bien. Donc voilà, étape 2, c'est vraiment des commerces, des services, et si possible, encore une fois, modernes, capables de parler, j'allais dire de manière un peu générique, 25-50 ans. Parce que autrement la ville elle est captive pour les personnes âgées, parce que les personnes âgées elles se rapprochent du centre-ville parce qu'elles ne peuvent plus trop marcher, donc ça marche. Elle est captive aussi pour les étudiants parce qu'ils n'ont pas trop d'argent et donc ils sont dans un truc pas cher. Mais toutes ces générations intermédiaires on les perdait, et donc étape 2, des services, des commerces, des restos sympas pour... on est dans cette étape 2 et étape 3, vraiment faire en sorte que l'offre de logement s'adapte et qu'on ait non seulement des T2 pour accueillir des personnes âgées et des étudiants, mais des T3, des T4 de qualité pour fixer un peu les actifs à jeunes. Bon, oui, donc ça c'est sur 12 ans, c'est toute une démarche qui fait que le centre-ville d'Agen se porte beaucoup mieux en 2021 qu'il se portait en 2020. Et ça, c'est pas... Il y a d'autres villes qui sont engagées là-dessus, mais Agen est quand même repéré sur une démarche dynamique pour son centre-ville et plutôt une démarche qui est un succès. Donc, voilà. Donc, très bien. À titre d'exemple, je trouve ça, on pourrait dire, citer autre chose. On va passer à la dernière question, du coup, la partie action. Là, c'est un côté un peu plus sympathique. Est-ce qu'il y aurait une anecdote dont vous aimeriez nous parler depuis le début de votre mandat de maire et qui pourrait être sympa à raconter aux personnes qui nous regardent Une anecdote, oui, il y en a plein, surtout... une dernière en date ou quelque chose qui vous a marqué là depuis le début en 2020 ou... Ouais, je ne m'attendais pas à cette question. Non, mais il y a plein de situations. Non, ou quelque chose dont vous êtes fier quand vous allez... Non, mais par exemple, on est sur un projet compliqué d'un 3e pont pour Agen. D'accord. Toujours, le franchissement de la Garonne est un problème pour nous, dans le sens vraiment rive droite, rive gauche. Il faut que ça circule. Oui. Objectivement, il nous manque un pont. Projet compliqué, 60 millions d'euros. À l'échelle de la ville, 60 millions d'euros, c'est beaucoup. J'essaye d'activer un peu tous les canaux d'influence que je connais. Je ne marche pas trop, je connais des ministres, ils ne répondent pas trop, etc. Et puis, un jour, je reçois un texto, c'était marqué Premier ministre, donc j'aimerais parler avec vous du pont en question, du pont de Camella. Quand vous ça, vous dites toujours un petit malin qui a dû me faire une blague, etc. Donc toujours un peu en position vigilance, donc je me renseigne. Et j'appelle Camille le Premier ministre qui dit non, c'est bien le numéro du Premier ministre. Et donc c'est marrant parce que c'est un moment un peu rare où, si vous voulez, la France des territoires rencontre la France de l'appareil d'État. Et donc là, il y a un moment où j'étais reçu, c'était le 18 janvier à Matignon. Je trouvais un Premier ministre d'ailleurs organisé, à l'heure, ayant lu les fiches de son... Moi, je ne suis même pas capable de le faire. Donc, à l'heure, donc, ayant lu les fiches que son administration avait présentées. Et puis, vraiment avec la volonté de comprendre pourquoi il y avait un conflit. À la fin du déjeuner, ne s'engageant pas, d'ailleurs en disant bon, très bien, j'ai écouté, ce que vous dites est cohérent, mais je veux écouter à charge et à décharge, donc je vais voir ce que me dit mon administration d'État.
Et puis, je sais pas, un mois après, j'étais, ça c'est trop marrant, j'étais vraiment, pour reprendre l'expression, j'étais vraiment en train de me raser et de me regarder dans le regard. Et recoup de fil, et c'était à nouveau Premier ministre qui me dit, bon, c'est bon, j'ai le retour de l'administration d'État, je vais vous apporter mon soutien, et il sera de 18 millions d'euros sur le plan de Khmer. J'avais vraiment l'impression d'avoir gagné au loto. Ah ouais. Et donc, voilà, c'est peut-être ça qu'on peut dire. Super. Merci pour cette belle anecdote. Maintenant, on va passer à la dernière partie qui concerne vos idées et vos réflexions. On constate depuis le début, à travers nos rencontres avec les maires, qu'ils ont moins de pouvoir, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, puisqu'on a tendance à concentrer, à mutualiser les compétences au sein des collectivités territoriales, notamment au sein des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Quel avenir vous voyez-vous à la fonction de maire et quel avenir vous voyez pour les conseils municipaux, municipaux. Moi, je pense vraiment que sur les lignes de fond, non seulement le débat, mais l'évolution des choses publiques, elles sont en tension avec deux aspirations extrêmement profondes et contradictoires. La première, c'est l'aspiration de proximité. Une des difficultés de la politique, du fait qu'elle est décrédibilisée, etc., c'est on n'est pas accessible, on ne peut pas nous joindre, etc. Et donc, il y a vraiment chez les gens un désir d'élus de proximité, et si on n'entend pas ça, c'est qu'on est sourd. Et la refondation de la politique, le fait qu'elle regagne la crédibilité passera forcément par le fait de donner du pouvoir aux élus de terrain. Autrement, je suis assez inquiet sur l'évolution démocratique en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est des exigences de gestion publique. Et on peut comprendre qu'un certain nombre de compétences ne sont bien gérées que mutualisées. Et prenez par exemple la collecte des ordures ménagères. Si vous la pensez, que ce soit au niveau collecte ou d'ailleurs incinération qu'au niveau de la commune, vous faites des choses qui coûtent très cher et qui ne sont pas efficaces. C'est ça la difficulté, c'est comment articuler ce désir de proximité avec cette exigence de qualité de gestion et cette optimisation de l'argent public. Donc c'est compliqué, mais il faut partir de ça. Et partir de ça, ça veut dire le maire doit rester. Alors, il y a tout un tas de débats là-dessus. Est-ce qu'on doit changer les limites communales, tout ça, la France, trop de communes, bon. Mais globalement, le maire irremplaçable et le maire mandat d'avenir. Et le maire patron chez lui. C'est-à-dire que l'intercommunalité doit être pensée comme une coopérative agricole, mais certainement pas comme une nouvelle collectivité locale. Oui. C'est une coopérative agricole. Et dès que ça devient... Et alors, il y a un certain nombre de familles politiques qui sont pour l'élection du président au suffrage universel. Oui. Moi, je ne suis pas sur cette longueur d'onde-là. Je pense que le suffrage universel, il faut qu'il soit concentré au maire. Et donc voilà, il faut bien articuler les deux. Le maire, la proximité, ce qu'a dit Larcher, à portée d'engueulade, mais en même temps patron chez lui, et de l'autre côté, des intercos qui fonctionnent, qui sont de vraies coopératives, avec déjà du pouvoir bien sûr, mais c'est pas là que doit se prendre les décisions de proximité, et c'est pas là que doit être la vie publique, et la vie publique c'est le suffrage universel. Donc, très bien. Voilà.
Ok. Moi j'ai une deuxième question pour la partie idée, également sur votre sentiment pour l'avenir et pour l'évolution. Vous qui êtes entre Toulouse et Bordeaux, comme vous l'avez dit dans la première partie, et ces grosses villes, ces grosses métropoles comme ou même Paris, Lille, Lyon et tant d'autres, comment voyez-vous l'avenir de villes qui sont moyennes villes comme vous dites Agen, qui sont des grandes villes, moyennes villes? Quel avenir voyez-vous pour ces villes? Moi, je vois un avenir rose. Parce que je pense que la décennie 2010-2020, alors ça c'est même pas, je pense, ça a été la décennie des 23 agglomérations de plus de 300 000 habitants en France. Elles ont cumulé les projets, les financements, etc. Et elles ont eu des croissances démographiques vertigineuses. Bordeaux et Toulouse, c'est 20 000 habitants de plus tous les ans. 20 000. Donc c'est juste un peu vertigineux quand on y pense, alors avec des effets LGV pour Bordeaux, etc. Mais elles ont considérablement grandi en pouvoir, en qualité de service. Le seul problème, c'est que maintenant, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes qui jouent contre elles et qui vont jouer contre elles très fort. Le premier, c'est les prix du foncier. Et en gros, pour le même mètre carré, 3 fois plus cher à Bordeaux et à Toulouse qu'à Agen. Et l'autre chose, c'est les effets de saturation, que ce soit circulation, stationnement, commerce, etc., dans ces agglomérations. Donc aujourd'hui, quand vous habitez la Traîne, ou en gros la grande banlieue bordelaise, et que vous avez à utiliser la rocade bordelaise, ça allonge considérablement votre trajet. Je ne parle même pas de Paris. Donc, vous voyez un avenir alors, non, je vois la fin de l'attractivité etc. D'accord. Et en même temps, les villes moyennes arrivent. Elles arrivent avec une époque qui est marquée par des progrès technologiques, notamment qui permettent le télétravail, de faire 3 jours à Agen, 2 jours à Paris, etc. Et ça, c'est un événement majeur, avec bientôt la LGV qui mettra le centre-ville d'Agen à 25 minutes de Bordeaux. Donc, je pense vraiment que quand on ajoute ça, les technos qui bougent, le télétravail, la LGV Bordeaux-Toulouse, et puis le niveau de service qui monte dans les villes moyennes, qui n'est pas celui des métropoles régionales ou celui de Paris bien sûr, mais qui est pas si loin que ça, parce qu'après il faut détailler. Et quand vous êtes un jeune couple avec 2 enfants, vous dites qu'est-ce qu'un Bordeaux de plus qu'à Agen? Discute, il y a l'opéra, est-ce que vous allez souvent à l'opéra? Vous pouvez aller voir un match de Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux, mais franchement ça se discute, quoi. Donc tout ça pour un loyer qui est le triple, tout ça pour une distance domicile-travail qui est quasiment parisienne. Donc moi je suis sûr que la décennie 2020-2030 sera la décennie des villes moyennes, sûres. Et dans les villes moyennes, comme il y en a beaucoup, il y en a 400 en France, celles qui seront donc les plus matures au point de vue travail, au point de vue qualité de service, ce que je vous disais, un centre-ville aimable, des services, des logements dignes de ce nom, etc., elles feront le trou. Et à ce filtre-là, Agen est bien placé parce que c'est une ville carrefour au niveau routier, ça sera sur la LGV Bordeaux-Toulouse. C'est le chef-lieu. C'est le chef-lieu. Quand vous regardez un petit peu qualité de vie, heure de soleil, tout ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc moi, je suis très optimiste sur le fait que la décennie qui arrive sera une décennie ville moyenne. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Combien de temps il vous reste là? Il me reste
3 minutes, ouais. Bon, on passe à la dernière question On passe à la directement. dernière question. Ouais. C'est une question de conclusion qu'on pose à tous les maires. On voudrait vous demander simplement votre sentiment sur l'état actuel de notre pays, la France. Moi, j'ai le sentiment d'un pays qui est une puissance moyenne, mais qui est quand même la 6e puissance industrielle du monde, donc avec le rayonnement qui est celui de la France. Donc il y a quand même tout ce que ça représente et qui est pour moi un héritage qui a été construit par nos parents, nos ancêtres, et qui est quand même considérable, donc pour lequel j'ai du respect. Après, j'ai le sentiment d'un pays qui est instable au niveau démocratique. Donc il y a quelque chose qui n'est pas sain, quel que soit le président de la République, qui s'appelle Sarkozy, Hollande ou Macron, et Dieu sait s'ils sont différents, c'est pas normal qu'il y ait une telle antipathie par rapport au président de la République. Ça veut dire que la vie des Français, la manière dont on est construit, nous amène à une détestation des gens qui sont au pouvoir, qui n'est pas normale, qui n'est pas saine, si vous voulez. Bon, donc ça, je trouve ça inquiétant. Moi, je vis l'élection présidentielle qui arrive comme imprévisible et dangereuse. Voilà, ça c'est dans l'instant. Sur les fondamentaux, moi je suis assez optimiste pour la France. Je deviens peut-être minoritaire, mais c'est vrai que sur l'instant T, quand les maires, nous on a été quand même près des 2 événements, quand on a vécu les gilets jaunes plus le Covid, on a vu cet émiettement de l'opinion publique française, quoi. Et c'est tellement émietté, tellement différent que bon, on a du mal à se rassembler sur des choses qui sont évidentes, qu'il faudrait faire, qui devraient nous fédérer. Alors je pense que s'il y avait des atteintes très très graves, comme le début du Covid, qui quand même nous a fédérés, et personne n'a trop contesté le confinement, mais là, sur cette affaire de pass sanitaire, ça redéconne. Donc, voilà. Donc là, à court terme, je suis en sentiment, je suis dans une position de vigilance, quoi. Et je pense qu'il faut faire attention à la prochaine élection présidentielle. Très bien. Merci pour cette conclusion et merci de nous Michel. avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions.